En quoi on peut lier l'occlusion dentaire avec et la nécessité de bien comprendre ce que c'est et la performance en CrossFit? Par exemple, tout ce qui va être le lever de barre, un peu comme de l'haltérophilie, des choses comme ça, je pense qu'on est obligé de serrer les dents pour être précis, chercher une contraction de tous ces muscles, d'être gainé vraiment, et ça passe aussi par les dents. On va se gainer, on va se serrer les dents pour avoir de la force. Et si on n'a pas une posture adéquate, on va avoir moins de force. Et on aura beau s'entraîner, à un moment donné, on va être limité parce que nos muscles, ils sont déjà à fond, quoi. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu un test que tu fais par rapport à l'occlusion auprès des sportifs pour voir un petit peu s'il y a un petit problème de déséquilibre? Ouais. La curiosité est plus importante que la connaissance, et cela vaut également pour le sport. Pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'écouter ceux qui sont passés par là pour aller plus vite. Ici Thomas, bienvenue dans le Rengo Podcast. Au programme, des interviews, des rencontres, des débats autour du CrossFit, de la santé physique et mentale, de la performance et plein d'autres choses. Alors accrochez-vous. Let's go. Bonjour, bienvenue à tous dans le 5e épisode des Rengo Podcast, podcast orienté sur la santé holistique, que ce soit d'un point de vue physique ou mental. Aujourd'hui, on reçoit Claire qui est chirurgien dentiste. Bonjour Claire. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, très bien. Merci de prendre ton temps, un dimanche, de ton temps qui est précieux parce que tu es maman, très occupée. Donc c'est très gentil à toi d'avoir pu participer. Aujourd'hui, on va parler, effectivement, parfois c'est un sujet qui peut être un peu surprenant de parler de la santé des dents dans un domaine sportif. Et pourtant, on va apprendre pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses, même moi, même moi, comme si j'étais une science, la science absolue, non. Ça m'a énormément étonné, ça va énormément vous étonner, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un petit truc étonnant à la fin. Donc on va passer à toi, Claire. Ouais. Je commence toujours en faisant une présentation générale des personnes. Donc, est-ce que tu peux te présenter, ton métier, et puis après, on partira de 17 ans, comment t'en es arrivé à vouloir devenir la Claire que tu es aujourd'hui? Ah, vaste sujet. Moi, voilà, je suis dans le Nord, je suis sur Valenciennes, chirurgien dentiste depuis 2010. Arrivée sur Valenciennes quelques années après, vers 2014. Et puis maman de 3 enfants, mariée, et une vie bien chargée, bien occupée, Effectivement. avec le cabinet et puis quelques formations annexes à côté. Tu savais déjà à 17 ans que tu allais devenir chirurgien dentiste? Alors, pas du tout. Moi, j'avais une vocation scientifique. Je suis arrivée sur l'île, parce que je suis originaire de la Lorraine. Donc, Ok. je suis arrivée sur l'île après mon bac en première année de médecine. Et voilà, première année, concours, première année loupée. Donc, on retourne faire le concours. À cette époque-là, on avait le droit de le passer 2 Deux fois. fois? Donc, voilà, donc deuxième année. Alors, je l'ai loupé pas grand-chose la première année, mais ça suffit pas. Donc, comme on sait qu'il y a à peu près 17% de réussite à ce concours, il faut être dans les meilleurs, quoi. Donc, du coup, là, travail sur le mental aussi. Deuxième première année. À la fin, j'avais le droit à sage-femme ou dentaire. Et là, la grande question se pose, qu'est-ce que je fais? Et j'avais toujours dit, jamais je ferai dentiste. Non, mais vous me voyez travailler dans la bouche des gens, mais jamais de la vie. Et du coup, on était le jour de la remise, enfin du choix, en fait, on est dans le grand amphithéâtre. Et puis, j'étais là avec mes parents. Et je descends les escaliers à mon nom. Mes parents disent, c'est bon, elle prend sage-femme. Et je ne sais pas pourquoi, dans les escaliers, en descendant, mon choix a changé. Et je suis arrivée devant le jury et j'ai dit chirurgie dentaire. Et là, mes parents m'ont regardé, mais comme ça. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas, un éclair de génie, j'en sais rien. Et voilà comment je suis arrivée en deuxième année dentaire à Lille. Tu sais vraiment pas du tout ce qui s'est passé? Non, je crois que je me suis dit chirurgie dentaire, libérale, vraiment maître de mon soin. Alors que je me dis sage-femme, le lien peut-être avec l'hôpital, avoir tout un organisme autour, pas forcément faire ce qu'on veut, peut-être que ça m'a bloquée. Je pense que ça doit être ça. Pour expliquer un peu le parcours, le cursus, c'est combien d'années d'études? C'est 6 ans. 6 ans. Donc c'est une première année de médecine et 5 ans après purement dentaire. Ah oui, c'est que du dentaire. Ouais. C'est énorme. On ne croirait pas qu'il y ait autant de choses à savoir sur Sur une petite dent. sur 32 unités, je sais pas si Ouais, c'est ça, c'est ça. mais Ouais. parce que ça nous permettra après de faire le lien. Mais qu'est-ce que tu apprends? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que sur la dent, mais Alors, qu'est-ce que tu apprends il y a la dent, il y a le lien avec toute l'infection et l'inflammation bucco-dentaire avec le corps humain forcément. complet. Il y a toute une partie santé publique aussi, avec la prévention, avec les enfants, les femmes enceintes, etc.
Il y a toute une histoire aussi d'occlusodontie, donc ça, on va en parler un petit peu plus après. C'est le domaine de prédilection. Donc là, c'est la manière comment le corps réagit à l'occlusion dentaire, donc la manière dont les dents s'engrainent quand on serre les dents, et qui influence la tonicité musculaire, les choses comme ça. Après, il y a toute la reconstruction dentaire. Donc, oui, il y a une carie, on enlève la dent, on la soigne. Comment on la soigne? Quels sont les différents soins possibles? On enlève la dent, comment on la remplace? Les appareils amovibles, les appareils fixes, les implants maintenant, tout ce qui est chirurgie, etc. Donc, c'est énorme. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin des 6 ans, on connaît la moitié de notre métier, quoi. Donc, on a toutes nos bases. Mais après, c'est beaucoup, beaucoup de pratiques, beaucoup de formations privées aussi, de la formation continue, des congrès. Voilà, continuellement, on est en formation parce qu'on se rend compte que ça évolue très, très vite au niveau des connaissances, au niveau des matériaux, et on a besoin de se former. Super. Donc, voilà. Tu fais tes 6 ans. Après, est-ce que tu as des stages obligatoires? Alors, à partir de la 5e et la 6e année, on est en clinique très, très poussée. La 4e année, on commence un petit peu. Et en fait, la dernière année, c'est notre année de thèse. Donc, on prépare notre doctorat, on prépare la thèse. Et en même temps, on peut commencer à remplacer dans certains cabinets. Et on continue nos études en parallèle. Donc, c'est un peu comme en médecine, ils sont internes. Ils travaillent beaucoup à l'hôpital et ils font leurs recherches. Nous, c'est un peu ça. C'est la dernière année, on est un peu comme ça. C'est bien parce qu'en fait, au final, 6 ans, en soi, ça te permet quand même d'être en contact très vite avec le public. Ouais, au bout Que de par exemple, on a la eu Sébastien 4e à année. 14 ans. Ouais. Enfin, même si au bout d'un moment, Ouais. c'est quand même 14 ans, quoi. Ouais, mais après, ils font 14 ans, mais ils sont rapidement aussi externes, Ouais, internes, ça. etc. Nous, c'est un peu la même chose. En 4e année, ça y est, on commence à soigner les patients sous aval de notre prof, etc. Mais voilà, c'est de la théorie, de la pratique sur fantômes au départ. Et après, on continue la théorie et on pratique sur l'être humain. Sur Fantôme, Sur c'est les fantômes, mannequins. c'est les mannequins, Ah, voilà. ok. C'est des dents en résine, Vous appelez ça des fantômes. des petits fantômes, ouais. Super. Toi, tu finis tes 6 années. Mhm. Après, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu te mets directement à ton compte ou tu vas dans une clinique ou tu Alors, vas... quand on finit la 6e année, on a le choix. Soit on peut quitter la fac et puis commencer en cabinet. Soit on peut passer l'internat aussi en parallèle et rentrer en cursus d'internat. Donc là, c'est pour les spécialités sur la chirurgie poussée et de l'orthodontie. Ça, les orthodontistes, ils font cette spécialité-là. Donc moi, l'internat, c'était pas pour moi. Donc je suis restée en omnipratique, donc le soin du quotidien, on va dire. Et j'ai commencé à être collaboratrice dans un cabinet. Voilà, donc j'ai fait 2 cabinets différents. Donc ça me permet d'avoir un mentor quand même, un titulaire, Bien sûr. et puis de commencer à pratiquer, à s'exercer, à voir un petit peu ses limites, et surtout prévoir la suite, de se dire, OK, j'ai envie de créer mon cabinet, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas dans mon cabinet? Comment je vais le créer? La manière, au niveau de l'organisation, du recrutement, des soins à apporter. Est-ce que j'ai envie de m'orienter plus sur un soin particulier plutôt qu'un autre? Donc voilà, donc pendant 4 ans collaboratrice, et puis après je me suis installée à mon compte. Donc une création pure, je n'ai pas racheté de cabinet ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui gravite autour d'un cabinet de chirurgien dentiste? Il y a des secrétaires, il y a des types, je sais pas, par exemple, un notaire, il y a des clercs de notaire. Est-ce qu'il y a Ouais. des métiers spécifiques Il y a l'assistante dentaire, donc elle fait du travail à 4 mains avec nous, au fauteuil. Il y a l'aide dentaire qui va faire toute la partie stérilisation. Après, souvent, l'aide dentaire et l'assistante dentaire, le poste est groupé et c'est une assistante dentaire qui fait tout. Et après, on a aussi la secrétaire médicale qui va prendre les rendez-vous, qui va gérer toute la partie administrative, devis, entente financière, etc. Et dans certains gros cabinets, il peut y avoir aussi des coordinatrices qui vont gérer un petit peu toutes les assistantes pour voir pour une bonne organisation de cabinet, quoi. C'est ça. Et après, en tant que dentiste, on peut... Donc moi, je suis titulaire, pardon, et je peux avoir des collaborateurs. Donc ce sont des dentistes étudiants Étudiant. ou des dentistes qui sont thésés, mais qui n'ont pas créé encore leur cabinet et qui viennent travailler chez moi. Ouais, donc c'est quand même, c'est comme une petite PME quand même, quoi. Toute petite, ouais. Ouais, bah c'est déjà. Ouais, mais un Ouais. petit peu de gestion d'entreprise à avoir C'est aussi. ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans votre cursus forcément. Alors moi, non. À mon époque, on ne l'avait pas. Je pense que maintenant, ils ont des petites choses qui sont données, mais pas grand-chose quand même. Ouais, parce que vous êtes quand même en contact d'un certain nombre de personnes, donc Ouais. forcément, il doit y avoir de la Oui, et relance, il doit y puis avoir. il y a ça, et puis il y a toute la partie comptabilité aussi, Ouais. sur laquelle on n'est pas formé du tout. Donc voilà, ça c'est...
Et puis, vous avez vos stocks, non? Ah, la gestion de stock, Ah, la un gestion grand de domaine. stock. Parce que pour, pour l'anecdote, on est dans les installations de Pierre-Jean, qui est chirurgien dentaire, un petit peu proche de Claire, hein, mais pas beaucoup, hein. C'est un tout petit peu. Et qui a aussi créé Scan and Stock et Compi, qui sont Mm. des logiciels autour du métier de dentaire et qui peuvent faciliter euh, la vie, apparemment. Ça nous facilite la vie, nous, en tant que dentistes, et puis au niveau des assistantes aussi. Ça leur permet de gagner beaucoup de temps sur la gestion du stock, des inventaires, des périmés, etc., pour faire du travail à quatre mains. Et c'est vraiment leur point fort, c'est ça. L'assistante, elle est efficace, c'est au fauteuil avec le dentiste. C'est ça, c'est se concentrer sur le cœur du métier et plus les choses ça. abrutissantes qu'il peut y Mhm. avoir parfois. Dans ce parcours de vie professionnelle, est-ce que tu as su caler toujours des moments de sport? À quel moment, à quel moment on fait du sport? Alors, Plus ou moins. Il y a eu des périodes plus faciles que d'autres. Alors, au début, moi, je faisais du handball. Ok. Donc, j'ai fait pas mal de handball depuis toute petite. Après, pendant mes études de médecine, j'ai arrêté parce que je n'avais pas le temps. Pendant les 2 premières années de médecine, c'était pas possible. Après, en dentaire, j'ai repris un petit peu en loisir. Quand je suis arrivée sur Valenciennes, j'ai continué le handball loisir. Et puis, les enfants sont arrivés. Donc, un agenda un peu chargé. Et puis, du coup, j'ai fait une petite pause. De là, j'ai rencontré Nagui, Mhm. qui a été un petit peu mon coach perso pendant quelques temps et qui m'a fait découvrir le CrossFit. Donc voilà, donc pourquoi je suis arrivée un petit peu au CrossFit. Et là, je continue le mercredi avec vous. Donc c'est sympa. Le mercredi en même temps que Voilà, sur la période gym. sur la... Nouveau cycle bientôt, la semaine prochaine Voilà, déjà. voilà. Euh, Tous les jeudis, je reviens au cabinet et je dis à mon assistante, j'ai mal partout, ça y est, je sens que ça travaille. C'est ça. Mais t'avais déjà le handstand ou... Parce que tu l'as Non. maîtrisé très vite, hein, en fait. Alors, j'ai fait un petit peu de danse quand j'étais jeune, mais c'est tout. Non, je ne marche pas sur les mains. Mais tu tiens bien déjà. Tu tiens bien. J'arrive à tenir un peu, oui. Un peu. En quelques semaines, c'est déjà énorme. Il y en a qui n'y arrivent toujours pas. Je fais partie de l'histoire. Donc, non, mais Ah, je pensais que tu en avais déjà fait, mais Non. on a raté une interview magnifique. C'est pas grave. Parce que ils le savent pas encore, mais la semaine prochaine, on va publier une publication avec pas mal de réussites. Mais malheureusement, on n'a que 20 slides, donc on n'a pu choisir que 20 personnes, mais il y en a beaucoup plus qui ont progressé. Donc, en l'occurrence, c'est une fois par semaine que Oui. tu fais du sport pour l'instant. Ouais, là, je peux pas faire plus. Ouais. C'est ça, tu cours pas sur le côté, tu fais pas d'autres choses. Alors, j'ai la chance d'avoir un chien qui me force à aller marcher. C'est pas mal. Voilà. Et après, j'avoue que j'avais repris la course à pied à un moment donné. Et là, c'était compliqué. Avec l'arrivée du 3e enfant, ça a été un peu compliqué parce que il faut que je les laisse à la maison pour aller courir. Pierre-Jean n'est pas toujours là. Donc voilà, c'est une histoire d'organisation. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de repartir courir un petit peu. Parce que surtout, ils sont arrivés en très peu de temps. Bah ouais, 8 ans, 5 ans et 17 mois, là, le dernier. Donc, une fois... Ouais, je pense que d'ici 6-9 mois, ça ira mieux. Déjà 8 ans? Et ouais, déjà Ah 8 ouais. ans l'aîné. Ah ouais, mais c'est vrai que j'avoue que C'est un petit bout. vous n'êtes pas les basketteurs de l'équipe. Alors, je suis assise, hein, ça ne se voit pas, mais effectivement, on n'est pas très grand. Non, c'est vrai que... Et puis, Jean, c'est pas... Ouais. Mais vous êtes grand par bien d'autres choses. Comment tu organises ta vie de famille, travail et sport? Alors, Travail, c'est quand même... chronométré. C'est très organisé. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, globalement, on a... Ouais, le sport, on a un créneau fixe. Et là, on ne déroge pas à ça. C'est fixé. Et point. Il n'y a rien d'autre qui vient se mettre dedans. Parce que sinon, on a toujours autre chose à faire. Et on arrive toujours à zapper ce créneau sportif pour faire autre chose. Les enfants passent en priorité aussi, leurs activités à eux. Donc c'est vrai que là, le fait de faire du sport avec ma fille et avec ma deuxième, c'est le même créneau horaire. C'est bien parce que ça facilite les choses. Elle s'éclate. Moi, ça me permet de faire du sport aussi. Donc ça, c'est top. Mais j'avoue que ouais, c'est un peu la course. Mais on y arrive, comme toutes les familles, j'imagine. On y arrive bien. Pas tout le temps, pas tout le temps. On prend souvent la vie de famille comme une excuse parfois, mais en fait, au final, ça peut vraiment avoir un bienfait sur le mental, non? Bah, on a des grosses journées. Enfin, voilà, moi, je fais non-stop de 8h45 jusqu'à 19h, 19h15.
avec parfois, c'est pas bien, mais que 10 ou 15 minutes le temps de midi. Voilà, il faut qu'il y ait une soupape de décompression parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc on fait des grosses journées, on est concentré sur des toutes petites choses toute la journée. C'est ça. À chaque patient, on se remet à zéro et on est reconcentré à 100% sur une nouvelle tâche. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc cette concentration, à un moment donné, elle s'affaiblit et puis il faut exploser quelque part pour pouvoir repartir de plus belle. Donc Ouais, c'est ça. l'importance de l'équilibre famille, sport, métier, ça c'est important. C'est ça, clairement. Mm. Qu'est-ce que tu as connu dans ton parcours j'imagine quand tu t'es mis un peu pignon sur rue, etc., tu t'es implanté. Quel a été ton parcours à travers toute ton histoire et est-ce que tu as plutôt choisi une orientation qu'une autre parce que j'imagine qu'il y a plein de vastes domaines dans Il le y a, il y a- dentaire. il y Mais a plein de choses. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, omnipratique, donc tu fais un petit peu de tout. Après, tu dis, tiens, l'esthétique, ça m'intéresse bien, c'est sympa. Tu redonnes le sourire à des personnes qui ne sourient plus parce qu'elles ont des petites imperfections au niveau de leurs dents. Donc voilà, donc j'ai commencé mes formations sur l'esthétique. Et puis, arrivé à un moment, l'esthétique, c'est bien, mais je me disais, ok, je gère, on va dire, toute la partie blanche de la bouche, donc la dent. Mais il y a toute la partie rose, donc toute la gencive. Et puis, c'est les fondations. Donc, je me suis réorientée aussi un petit peu sur tout ce qui est parodontologie, donc tissu de soutien de la dent, avec les gingivites, les saignements, les déchaussements, tout ça. En disant, OK, mes fondations, maintenant, je sais comment ça fonctionne, je sais bien les traiter. Mes fondations sont bonnes, les dents, je sais les rectifier. OK, super, je me lance. Et puis, on se rend compte qu'il y a des cas cliniques où c'est plus compliqué. On a des fractures, on a des décellements, on a de la casse, globalement. Et on ne comprend pas pourquoi. Et puis, j'ai toujours été intéressée un petit peu par la posture du corps. Et de là, je me suis orientée sur l'occlusodontie. Donc, c'est toute l'étude des rapports des dents. Quand on ferme les dents, on appelle ça l'occlusion. Donc, c'est tout ça, l'articulé dentaire, la mâchoire, les claquements articulaires, les gens qui se serrent des dents, l'équilibre postural. Et en fait, je me suis rendu compte que faire de l'esthétique, c'est bien. Mais si derrière, le fonctionnel n'est pas réglé, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, du coup, voilà. Et plus j'avançais là-dedans, et plus ça me plaisait. Donc, j'ai orienté ma pratique maintenant à mi-temps sur tout ce qui est problème d'occlusion. Et le reste du temps, je soigne encore mes patients que j'ai depuis 10 ans, quoi. ça, c'est pas mal de taf déjà. Tu as eu un moment donné où tu as pu étudier spécifiquement l'occlusion dentier Ouais, donc comme je disais, en fait, il faut se forcer, il faut aller faire des formations, il faut aller chercher la formation parce que sinon, ça n'arrive pas comme ça au cabinet. Nous, on est tout seul dans notre petit cabinet. Si tu t'ouvres pas à lire des revues, des articles scientifiques, des parutions, des choses comme ça. Et puis après, tu rencontres les bonnes personnes aussi, des bons formateurs. Donc moi, je me suis formée avec un dentiste spécialisé sur l'occlusodontie dans le sud de la France, qui m'a beaucoup apporté et qui apporte aussi lui-même dans le sport, puisqu'il vient de créer aussi l'Académie de dentisterie du sport. Donc, lui, il est fan de rugby. Donc, il suit quelques rugbyman dont je tairai le nom, mais des pros de l'équipe, de belles équipes. Mmh. Donc voilà, je me suis formée avec lui. J'ai pu l'observer dans son cabinet aussi, en compagnonnage. Et là, c'était top, quoi. Voilà, t'as le mentor, tu vois ce qu'il fait, tu apprends beaucoup. J'avais fait la formation initiale, très théorique, etc., sur plusieurs sessions de plusieurs jours. Et puis après, vraiment, de venir au cabinet, de le voir travailler, c'était top. Et après, il vient aussi chez moi. Donc, sur mes patients, j'ai fait une journée complète des examens avec au-dessus de mon épaule mon petit mentor. Et mais c'est hyper intéressant. Parce que là, tu dis, ah oui, mais ce petit détail-là, je ne l'avais pas vu. Donc, l'importance du coach, en fait. C'était mon coach de dentaire, mais c'était mon coach. Tu as une anecdote à nous partager par rapport à ce que tu as pu voir dans le sud et après, auprès de lui? Oui, toujours sur un rugbyman, là, c'était impressionnant parce qu'en fait, sportif de très haut niveau, donc hyper bien suivi au niveau kiné, ostéo, des coachs en nutrition, enfin tout ce qu'il faut, j'imagine, un staff de fou. Et finalement, des blessures à répétition inexpliquées. Et voilà, le dentiste a pu résoudre ça. Donc c'est vrai qu'on se dit, tiens, il avait des tendinites, des choses qui se bloquaient. Quel est le rapport avec les dents? Pour le commun des mortels, on ne le voit pas. Et finalement, en rétablissant un équilibre postural avec des contacts dentaires bien équilibrés, efficaces sur son protège-dents, là, en l'occurrence, il n'y a plus de blessures, quoi.
C'est fou. Donc ça, c'était assez fou. C'est fou. Comme quoi, voilà le lien, et on va en venir encore plus en profondeur, entre le lien entre le sport et en tout cas les blessures dans le sport, et même de manière générale, et la dentition, parce que c'est quand même, on va dire, la base de tout. Au quotidien, quel type de patient, quel type de pathologie tu vas traiter dans l'occlusion dentille. L'occluso. L'occlusodontie, on va y arriver. Il parle français. Et, Tu dis occluso, c'est bon. c'est Ça ça, ira. dans l'occluso. Et quel type de patient, généralement, en général, tu Ouais. vas avoir plutôt dans l'autre partie. Bah, la partie omnipratique, c'est comme tout le monde, c'est j'ai mal aux dents, j'ai une sensibilité, j'ai une rage de dents, ça arrive encore, j'ai des gencives qui saignent, voilà. Donc, il y a une plainte vraiment localisée au niveau de la bouche. L'occluso, c'est un peu différent. Soit il y a, j'ai des douleurs ici dans les muscles, j'ai les mâchoires qui craquent, j'ai l'impression d'avoir une lourdeur. Donc ça, c'est les gens qui viennent consulter d'eux-mêmes. Après, j'ai aussi la majorité du temps, c'est des patients qui sont adressés par des spécialistes. Donc, ils sont adressés par des ostéos, par des kinés ou beaucoup par des podologues qui détectent en fait des pathologies posturales et qui me les envoient pour voir si au niveau du capteur mandibulaire, tout va bien ou si ça dysfonctionne et pouvoir le régler. Donc, globalement, c'est des gens qui ont mal au cervical, qui ont des céphalées, donc des maux de tête, des douleurs dans les trapèzes. Donc ça, c'est 80%, ceux que je soigne, ils ont ça. Et après, ça peut descendre un petit peu sur des douleurs au niveau de l'omoplate, au niveau des lombaires, des torsions de bassin, etc. Donc là, le lien aussi avec la podologue ou le podologue qui va vraiment faire son examen postural complet. Et moi, je vais avoir une intervention sur un des capteurs posturaux qui est la mandibule. Ok. Dans ce que tu as déjà pu traiter, tu as déjà pu avoir des cas où les personnes étaient vraiment... ça faisait des années, c'était chronique en fait. Et d'un coup, ça s'est Alors, résolu. j'ai un cas en tête là où j'ai cru qu'elle allait m'embrasser quand elle est partie, alors que j'ai pas fait. C'est pas mal, je J'ai vais pas faire dentaire, fait. je pense. C'est une patiente qui avait mal au dos depuis 10 ans. Ok. Elle a changé de matelas, comme tout le monde, elle a changé d'oreiller, changé de posture. Il n'y a rien qui faisait. Elle a été voir un dentiste qui lui a fait une gouttière, simplement, de protection, en disant bon, oui, vous devez grincer les dents, on vous fait une gouttière. Mais pas plus d'équilibration que ça. Elle portait sa gouttière, etc. Il n'y avait toujours pas d'amélioration. Et puis, par hasard, elle arrive chez moi parce que il faut se faire connaître aussi, le réseau. Donc, elle arrive, on fait quelques examens. Je lui fais porter un autre type de gouttière, un peu plus spécifique. Elle revient 1 mois et demi après en consultation. Elle est équilibrée. Je lui dis, c'est bon, vous pouvez enlever la gouttière et vous me rappelez si d'ici 2-3 mois, ça revient ou pas. Elle m'a rappelé 2-3 mois après en me disant, c'est bon, j'ai plus rien. J'ai plus mal au dos. Ça fait 10 ans que je me traîne une douleur au dos. Je n'ai plus rien. Alors voilà, c'est pas toujours aussi simple, hein, Ouais. mais là, c'était le cas qui me venait parce que c'était hyper rapide, quoi. C'était flagrant. Ah, ça peut être rapide en fait. Hein. Ça peut être très rapide. Ok. Les personnes qui ont des migraines aussi, ça peut arriver. Alors, attends, ouais, moi je vais plutôt te parler de maux de tête, Maux de tête. que la migraine. Parce que la migraine, à proprement parler, quand elle est vraiment diagnostiquée migraine, c'est un mécanisme complètement différent. Ok. Nous, on va pouvoir traiter des céphalées de tension, des maux de tête, des choses comme ça. Mais vraiment, la migraine pure, ça c'est vraiment quelque chose qui C'est est à autre part. chose. Ouais. Ouais. Ok. Mais souvent, les gens disent « Ah, j'ai une migraine ». C'est juste, j'ai un mal à la tête. Mal à la tête, Mais, et c'est souvent quoi. Mais voilà, mal à la tête, une barre ou une chose comme ça, c'est pas une migraine. Une migraine, ça prend vraiment que la moitié du crâne et il y a des symptômes associés, des choses comme ça. Par rapport à ce que tu disais, les rages de dents, etc., ça existe encore cette peur d'aller chez le dentiste? Oui. Vraiment? On est sympa quand même. C'est- Oui, ça existe encore. De moins en moins, mais ça existe encore. Il y a encore toute une génération où je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être des soins trop rapides. Ouais, ils ont peur d'avoir mal. Donc, bon, la confiance revient assez vite, hein, mais ils font prendre son temps. Après, moi, je suis partisane du soin qui n'est pas fait en un quart d'heure. Voilà, on discute avec son patient, on prend en charge complètement, et s'il faut attendre 5 minutes, on attend 5 minutes, quoi. C'est pas grave. Et on fait les soins. Après, ça évolue parce qu'il y a plus de prévention. Donc, les gamins, maintenant, on les voit à partir de 3 ans. Il y a le système MT-Dents qui est fourni par la Sécu. Donc, en fait, à partir de 3 ans, ils reçoivent un bilan, c'est gratuit, ils prennent juste rendez-vous chez le dentiste, on fait un petit bilan. Généralement, à 3 ans, il n'y a pas grand-chose, mais ça peut arriver. Ça permet de les mettre en confiance, de les asseoir sur le fauteuil, de mettre la lumière, leur faire écouter les bruits, tout ça. Et petit à petit, leur montrer que ça fait pas mal et qu'il n'y a pas de souci. Toi, tu fais les personnes dès 3 ans, donc les enfants, les petits-enfants. Ouais. Le plus petit que j'ai eu, il avait 2 ans et demi.
Et bon, ça s'est bien passé, ouais. Donc c'est encore présent cette peur-là. Ouais. Bon, jamais. C'est peut-être peut-être le son, en fait, l'image. Bah, je pense c'est un tout. C'est l'angoisse de ne pas voir ce qu'on fait, de laisser comme ça bouche. C'est quand même hyper intime, quoi. Une bouche, on ne montre pas sa bouche à tout le monde. Donc c'est ça, c'est les bruits, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit quand même, nos instruments. Il y a les odeurs aussi. Nos produits sont à base de génol, ça sent très fort. Et puis ouais, cette peur de se dire ah, et si c'est pas assez endormi, et si ça me fait mal, et voilà. Après, je comprends, hein, il y a certaines personnes qui ont encore des rages de dents, donc qui attendent, et puis ou qui n'ont pas des contrôles réguliers, et on arrive un peu à la catastrophe, à la rage de dents. Ça fait extrêmement mal. Pour nous, c'est compliqué aussi de soulager la douleur et de pouvoir faire des soins complètement indolores, parce qu'on est dans une période hyper inflammatoire, donc c'est très compliqué. Donc souvent, on temporise, on fait un acte d'urgence, on va pas trop loin, on médique, donc antibiotiques ou anti-inflammatoires, enfin, mais ce qu'il faut, et on revoit à froid le patient pour plus qu'il y ait de douleur et qu'on puisse soigner correctement. Super. On va pouvoir parler un petit peu, on va parler de médecine dentaire générale, on va dire ça comme ça. Et puis après, on ira plus en profondeur. J'aime bien la partie avec les mythes parce que ça permet vraiment de démystifier pas mal de sujets de santé. Premier mythe, le brossage de dents une fois par jour, c'est suffisant. Non. Non, c'est pas suffisant. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose, on commence le cycle de la digestion en bouche. Donc, notre salive, elle s'acidifie pour commencer, pour que les enzymes commencent à fonctionner et commencer la digestion. Donc, c'est pour ça que dès que vous mangez, dès qu'on mange, il faut absolument se brosser les dents normalement derrière pour éviter qu'il y ait des résidus qui restent collés sur les dents, que notre salive reste acide et qu'on crée des caries. Donc, c'est pour ça qu'on évite le grignotage aussi. C'est pas mal. Évidemment, le chewing-gum n'est pas un brossage de dents. Le chewing-gum n'est pas un brossage. Par contre, le seul avantage du chewing-gum, s'il n'est pas gardé trop longtemps en bouche, 5-10 minutes, il permet quand même de saliver et du coup d'activer le pouvoir tampon de la salive et de remonter un petit peu le pH pour que ce soit moins acide. Ok, ah ouais, c'est très très important. Et je ne savais même pas. Voilà. Mais il ne faut pas le garder trop longtemps parce qu'après, l'effet pervers du chewing-gum, c'est que on mastique, on rumine et on n'est pas fait pour ça. Donc après, au niveau musculaire et articulaire, on n'aime pas trop. On n'est pas une vache, quoi. Non. Et il n'y a pas de lien entre le chewing-gum qu'on mange pendant 1 heure et des trous d'estomac, parce que ça, c'était une légende aussi à un moment donné. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Alors oui, j'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas, je ne me suis pas formée assez là-dessus. mais je pense que c'est totalement faux, parce que comme quoi ça te fait des trous d'estomac. Non, je pense pas. Ça me semble un peu... Mais c'est sûr qu'effectivement, en fait, et surtout à la fin, ça n'a plus de goût, ça n'a plus de sens. Non, et puis tu ne mastiques pas comme une mastication, tu rumines vraiment. Le cerclage de la mâchoire n'est pas du tout le même. Donc... Et on n'a pas des dents plates pour ruminer comme les vaches, effectivement. Donc, on n'est pas fait pour ça. C'est clairement. Deuxième point, bon, ça, c'est pas évident, mais les caries ne se forment que chez les enfants. Ah bah non, si seulement, c'est vrai. Non. La carie, en fait, d'où elle vient, en fait, c'est les bactéries qui sont dans notre bouche qui vont fermenter le sucre, donc que ça soit saccharose, fructose, enfin tout ce que tu veux, tous les sucres, et qui vont, par la fermentation, relarguer des acides. Et c'est ces acides qui vont faire des attaques acides du coup sur l'émail, sur la dent et créer des caries. T'en parlais tout à l'heure, mais ça me permet un aparté. J'imagine que tu connais Les Visiteurs. Oui. et la représentation qu'on en a fait dans la culture. Alors parce que je suis un grand fan du Moyen-Âge, de la période historique du Moyen-Âge. Et généralement, dans les films récemment, on a tendance un peu à dépeindre les gens au Moyen-Âge qui étaient... dans des soi-disant des conditions qui se lavaient pas les dents, etc., qui avaient pas, etc. Quand tu vois vraiment leurs dents, elles sont vraiment jaunâtres, 1 sur 2, etc. Alors qu'en vrai, le problème du XXIe siècle, et c'est en analysant une vidéo d'une personne qui est spécialisée dans le Moyen-Âge, elle disait que justement, en fait, ils n'avaient pas tant de problèmes que ça au niveau des dents, parce qu'il n'y avait pas autant de sucre raffiné et que c'est ça le problème du XXIe siècle, on va dire. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est le problème majeur pour le développement de caries. Donc, si tu enlèves tout sucre de ton alimentation, tu n'auras pas de caries. Globalement, on est dans l'extrême, mais c'est un peu ça. Donc, je pense que eux, tout ce qui était sucre était très, très faible dans leur alimentation. Donc, oui, je pense qu'ils avaient d'autres soucis, avec peut-être des fractures, peut-être des inflammations gingivales, des choses comme ça. Du tartre, beaucoup de tartre qui devaient se mettre parce que pas d'hygiène.
Mais de là à avoir des caries, voilà, j'ai pas fait d'études sur le Moyen-Âge pour savoir un petit peu la prévalence de la carie, mais j'imagine sans alimentation trop sucrée, on ne devait pas développer trop de caries non plus. Évidemment, on parle de sucre raffiné. Parce que c'est Oui. toujours, il faut quand même manger du sucre, mais c'est pas, on parle ici de sucre, pas de sucre d'une pomme, quoi, par exemple. C'est du sucre plutôt. Voilà, après, nous, au niveau dentaire, les bactéries vont pas trop faire de différence entre les différents sucres. Ok. Hein, et c'est du sucre cariogène. Donc, même l'amidon, on va transformer l'amidon Ok. et ça va relarguer des glucides. Donc, forcément, il va y avoir un petit peu d'apport aussi cariogène. Donc, tout ce qui est cariogène, c'est qui déclenche la Le carie. carie, oui, Voilà. forcément. Ouais. Ouais, comme pathogène. Comme, Voilà. Est-ce qu'avoir des dents blanches, c'est toujours être en bonne santé? Alors ça, c'est une question un peu piège. J'allais dire oui et non. Oui, parce que la dent blanche est en bonne santé. D'accord? C'est une dent qui est intacte, etc. Par contre, non, parce que j'ai des patients qui ont des dents colorées, des dents un petit peu jaunâtres, etc. Mais elles sont en pleine forme, ces dents. C'est juste que la teinte de base de leurs dents est plus foncée. Donc, c'est pas un gage de bonne santé à proprement parler. C'est pas parce qu'on a les... Enfin, j'allais dire, si on a les dents blanches, oui, on va avoir des dents qui n'ont pas d'atteinte carieuse. Par contre, on peut avoir des problèmes de gencives. Et on sait qu'en fait, les bactéries qui sont dans notre bouche, qui sont responsables des caries, et celles qui sont responsables de tout ce qui concerne les gencives et les déchaussements, sont deux flores complètement différentes. Ok. Et elles ne vivent pas vraiment entre elles. Donc, c'est-à-dire qu'on a une flore qui va consommer de l'oxygène et l'autre qui va être détruite par l'oxygène. Globalement, c'est ça. Donc, les gens qui ont beaucoup de caries vont avoir très peu de déchaussement et inversement. Donc, celui qui a beaucoup de déchaussement va avoir très peu de caries. D'accord ? Ça va être vraiment ambivalent. Donc, la couleur de la dent ne va pas donner une indication sur la bonne santé bucco-dentaire. Ouais, Elle général. va donner une information sur la dent en elle-même, mais pas toute la sphère buccale, quoi. Ah, c'est ça. Donc, Le problème n'est pas que forcément Voilà. sur les dents. Ouais. Ok. Le fil dentaire n'est pas nécessaire si on se brosse bien les dents. Alors, le fil dentaire, pour moi, il est quand même nécessaire. Parce que la brosse à dents ne va pas atteindre les points de contact entre les dents. La brosse à dents, elle va brosser les surfaces. Et encore, pour avoir un brossage efficace, pour aller entre les dents, dans les espaces interdentaires, c'est compliqué. Donc, le fil va aider. Mais encore mieux que le fil, quand ça passe, c'est les brossettes interdentaires. Donc là, c'est comme des petits goupillons, en fait, qu'on vient frotter et passer à travers la dent, entre les dents. Donc, ça ressemble comme un petit cure-dent, en fait, avec des petits poils. Et les poils vont se rétrécir, enfin s'aplatir pour passer entre les dents. Et au niveau du centre, ils vont se rouvrir. Donc, ils vont vraiment frotter chaque paroi entre les dents. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, il y a un code promo Claire 10. Ah, si seulement. Les dentifrices blanchissants sont sans danger pour un usage quotidien. C'est les produits un peu marketés. Oui. Alors, tout ce qui est charbon, etc., à bannir, parce que pour nous, c'est hyper abrasif et on va avoir des stries microscopiques au niveau de l'émail et du coup des sensibilités qui peuvent apparaître par la suite, une fragilité de l'émail. Après, tout ce qui va être dentifrice blanchissant, polissant, on va dire avec du bicarbonate, des choses qui abrasent pour enlever les taches de surface. Pareil, ça abrase. Donc en fait, c'est un usage quotidien, c'est trop fort. Par contre, moi, j'en prescris quand même de ce type de dentifrice. Par exemple, à se laver les dents le mercredi et le dimanche, par exemple 2 fois par semaine. Les gens qui fument, qui boivent beaucoup de café, de thé, des choses comme ça, qui colorent beaucoup. Là, on va éliminer les colorants de surface. En aucun cas, un dentifrice n'est blanchissant. C'est-à-dire qu'il va juste enlever les taches qu'on apporte, mais il ne va pas éclaircir la dent de l'intérieur. Donc, c'est du marketing de dire que c'est blanchissant, mais en fait, c'est nettoyant. C'est ça. On est d'accord. Voilà. Et ça, c'est lié, mais les caries sont toujours douloureuses. Est-ce que, Non. parfois on ne les sent pas aussi? Des fois, on ne les sent pas. Donc, la carie qui atteint l'émail n'est absolument pas douloureuse, parce que l'émail n'est pas innervé. C'est quelque chose qui est très minéral, donc il n'y a pas de sensibilité sur l'émail. Par contre, dès que ça atteint la dentine, qui est dans la couche profonde, couche superficielle, on ne va quasiment pas le sentir. Et plus on approche au niveau du nerf, et plus c'est sensible. Et après, ça va dépendre des personnes, parce que notre seuil de douleur n'est pas le même chez tout le monde. Ouais, ça. Donc, du coup, il y a des gens qui vont être hyper sensibles et d'autres qui vont sentir un petit truc alors qu'il y a un cratère dans la dent, quoi. Donc, Ouais, voilà. ça dépend de la sensibilité nerveuse. Ouais. Ok. Les boissons gazeuses sans sucre ne sont pas nocives pour les dents. Alors, plus que les boissons gazeuses, je vais parler de tout ce qui est boisson. Donc, en fait, c'est dès que ça va être acide.
Nous, on va rechercher vraiment l'acidité. Parce que c'est l'acide qui crée des déminéralisations au niveau de l'émail et potentiellement, du coup, des caries. Donc, tout ce qui va être boisson acide à bannir. Qu'est-ce que tu appelles boisson acide, du coup? Tout ce qui est soda, Ouais. hein. À savoir que notre pH salivaire, il est environ à 7. Il est plutôt neutre. La digestion va commencer, on va descendre le pH et on va commencer sur un pH à 5,5, 5,7, c'est bon. Par exemple, le cola ou autre cola, on descend aux alentours de 4. Donc, c'est pire que du vinaigre, quoi. Enfin, c'est hyper acide. Acide et sucré. Donc, combo gagnant à tous les coups. Donc voilà, plus que l'effet gazeux. L'effet gazeux, non, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt l'acidité de la boisson en elle-même. Les gencives qui saignent sont normales. Non, absolument pas. C'est vrai Absolument qu'il y a pas. beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai des saignements, mais ça m'arrive tout le temps. Voilà. Non, C'est normal. absolument pas. Ça peut arriver occasionnellement s'il y a une blessure. Voilà, on s'est Ouais. fait mal avec sa brosse à dents, on a créé un choc de muqueuse, ok, il y a un petit trauma. Par contre, une gencive qui saigne, non, c'est pas normal. C'est comme si vous aviez au niveau de la peau une petite plaie qui guérit pas, quoi. C'est pas normal, ça vous inquiète. Mais là, au niveau dentaire, c'est pareil. La gencive, c'est une muqueuse qui doit être en bonne santé, donc qui doit être épaisse, rose pâle, sans saignement, sans gonflement. Ça pourrait être dû à quoi, du coup, les gencives qui saignent? Alors, c'est une réponse inflammatoire due à une infection. Donc, souvent, c'est un déséquilibre de la flore, une accumulation de plaques dentaires, un brossage qui n'est pas assez efficace, du coup, de la flore qui se multiplie et qui entraîne, du coup, une inflammation au niveau de la gencive, un gonflement, donc un œdème, une inflammation, des saignements. Tant que j'y pense, c'est parce que tout à l'heure, tu disais à chaque fois qu'on mange, on fait venir. En l'occurrence, il faudrait se brosser les dents à chaque fois qu'on mange. Donc ça fait un peu Alors, plus qu'une fois par. normalement, on mange 3 fois par jour. C'est ça. Voilà, donc nous, on considère qu'un brossage efficace, c'est après le repas. Si par contre, il y a grignotage dans la journée, ou si pendant le sport, il y a apport de glucides ou de choses comme ça, à ce moment-là, nous, on vous conseille de rincer votre bouche avec un verre d'eau, de neutraliser au maximum et de rincer au maximum avec une eau pure. Donc il faudrait se laver là-dedans 3 fois par jour, Ouais, idéalement. idéalement. T'en connais Et beaucoup qui font? comme on sait que ça se fait pas, on va tendance à avoir une nouvelle orientation, à dire au moins 2 fois par jour, matin et Au soir. moins. Au moins. Au moins. Ouais. Ouais. Le midi, les midis, c'est compliqué. Tout le monde travaille, voilà, on n'a pas forcément accès à un brossage. Donc là, on revient sur le chewing-gum qui peut être intéressant. Un chewing-gum sans sucre pendant 10 minutes. Ça ne remplacera pas un brossage, mais ça sera toujours mieux que rien. Et finir son repas avec un verre d'eau. Mais Ou pendant le sport, si boisson énergisante, ou etc., finir avec une eau pure. c'est ça. Et pour Finir avec changer. une eau Après, pure. ça fait du bien hein, de mélanger les deux. Ouais. J'ai déjà testé, perso, ça Mais du coup, fait du goût aussi. finir par l'eau pure plutôt que de finir par la boisson. Par la boisson gazeuse, comme ça, ou même dans la gazeuse. bouche, en Ouais. fait, ça laisse un mauvais. Ouais. Et si je peux rajouter, en Ouais. plus de ça, pour un petit conseil pendant le sport, tout ce qui va être ingestion à la paille va être préférable. Parce que toutes ces boissons énergisantes, tout ça, c'est quand même un peu acide et sucré. Donc, plus vite ça passe en bouche et moins il y a de contact avec les dents, mieux c'est. Donc, une Ok. paille ou une chose comme ça sera beaucoup plus efficace. Ok, cool. Mais c'est sûr que c'est super intéressant. Les prothèses dentaires ne nécessitent pas de soins particuliers. Alors, prothèses, on va avoir différents types de prothèses. Donc, on va avoir les appareils dentaires, j'imagine que tu penses à ça. Oui, je pense que ça doit être ça, ou des Les dents. dentiers. C'est ça. Ouais. Donc les appareils, ce qu'on appelle amovibles, donc ce sont des choses qu'on retire et qu'on bouge. remet, voilà, avec des petits crochets, des choses comme ça. Donc ça, ça se brosse comme les dents. Hein. On les retire, on les brosse, etc. Et ça doit se faire contrôler régulièrement, comme les dents, parce qu'il y a forcément de l'usure qui va se mettre, puisque ce sont des appareils en résine. Donc la résine va s'user et on va avoir des pertes de substances. C'est ça. Ça, c'est lié plus à l'orthodontie, du coup. Non, ça va être le dentiste Classique. traitant. Ouais. Et après, les appareils fixes, type couronne, tout ça, ça, c'est des contrôles comme les dents, hein, c'est pareil. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu peux donner conseil? Parce que bon, je le sais parce que Pierre-Jean, il m'en a conseillé un, mais pas forcément sans donner une marque, mais un type de dentifrice qui serait bien. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On revient à cette question-là, mais qui existe comme solution. Je ne sais pas si tu regardes l'émission, tu sais, où il y a des investisseurs là. Qui veut être mon associé? C'est ça, un ouais. truc comme ça. Sur M6. Il y a eu un projet, ils n'ont pas financé, il me semble, mais il y a eu un projet où justement c'était un appareil qui permettait de se brosser les dents
sans avoir à avoir de l'eau ni du Mhm. dentifrice. C'était quelque chose qui nettoyait la dent en fait sans avoir besoin de tout ça. Je sais pas si tu as déjà entendu Non, parler. j'ai pas vu. Il y avait peut-être un système de vibration par ultrason, des choses comme ça Non, ou c'est non? avec un vrai produit. Alors, faudrait que je Il y avait retrouve. un produit quand même. Enfin, non, un produit, je veux dire quelque chose en fait qu'ils mettaient dans la dent, mais non, je pense que c'était un dentier, il me semble. Ah, ou c'était une espèce d'arcade avec des petits picots là qui venaient Je frotter pense comme que ça. c'était un produit comme Alors, ça. en fait, oui, ça peut être intéressant. Il faut un brossage mécanique. Un dentifrice seul ne va pas avoir l'action escomptée et une brosse à dents seule non plus. Il faut vraiment coupler les deux pour moi. La brosse à dents, élimination mécanique de cette plaque dentaire qui est en formation, donc cette accumulation de résidus alimentaires, plus les bactéries, plus tout ça, enfin, une petite pâte là, la plaque dentaire. Donc ça, mécaniquement, on va l'éliminer. Et le dentifrice, lui, il va apporter le fluor pour reminéraliser les substances et puis désinfecter, nettoyer, etc. Donc il Super. faut vraiment coupler les deux. Après, te donner un dentifrice universel, je peux pas. Hmm. Parce qu'en fait, ça va être très spécifique En à fonction des chacun. personnes, voilà. Voilà. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que ça contienne du fluor. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une grande mode du bio où il n'y a plus de fluor. Et en fait, on retrouve une recrudescence de caries, un truc de fou chez ces patients-là. Parce que ils n'apportent rien pour reminéraliser l'émail qui a été attaqué par l'acidité, soit gastrique, soit de l'alimentation quotidienne. Et en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, les personnes qui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal de respirer par le nez, qui respirent beaucoup Mhm. par la bouche. Est-ce que ça amène des choses d'un point de vue bactériel ou même de la santé des dents, quelqu'un qui respire beaucoup par la bouche? Alors, au niveau santé, en fait, on va avoir une déshydratation. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une xérostomie, c'est-à-dire une diminution de la salive. Et la salive est responsable de la protection aussi de nos dents. Donc, on va avoir des sécheresses buccales, des choses comme ça, qui vont atteindre les muqueuses et les dents. Ouais. Ok, sécheresse buccale. Ouais. Ça existe, effectivement. C'est énorme. Ouais. Et après, je rebondis un peu sur l'occluso, parce que moi, c'est plus ma partie. Ouais. Les respirateurs buccaux, donc ceux qui ne respirent pas par le nez, ils vont avoir tendance à avoir une langue qui descend, une langue assez basse. Et on sait que ça va engendrer de gros problèmes posturaux. Donc, on reviendra peut-être dessus, j'en sais rien. Non, on en reviendra, on en reviendra. Ouais, ça, c'est vraiment typique. Moi, je vais aller rechercher vraiment comment respire le patient, est-ce qu'il fait des apnées du sommeil, comment se place la langue, etc. Ok. Mm. Ah ouais, donc c'est lié aussi à cette partie-ci. Ok. Mm. Les appareils orthodontiques sont uniquement pour les enfants et les adolescents. Non, 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 on a beaucoup d'adultes qui font de l'ortho. Alors, ça va bouger un petit peu moins, parce que chez l'enfant, on va se servir de la croissance pour faire bouger les bases osseuses, plus que les dents. On fait bouger les dents aussi. Chez l'adulte, les bases osseuses sont fixées. Donc là, on va faire bouger que les dents. Donc on a des mouvements limités, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tous les mouvements. Ok. De Mais c'est possible. toute façon, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais les dents de lait ne nécessitent pas de soins dentaires si tu reçois des Si, ouais, enfants. ouais, ouais. La dent de lait, elle va se carrier autant qu'une dent définitive. Qu'est-ce qui expliquerait le phénomène? Parce que c'est quand même fou quand on y pense, hein, parce que c'est quelque chose de naturel, mais c'est toujours quand on se repose un petit peu, tu vois, c'est comme si quand on regarde le ciel et on se dit pourquoi le ciel est bleu, c'est un peu des questions Mhm. d'enfants. Mais comment ça se fait qu'on a des dents de lait? Comment ça se fait qu'on n'a pas directement une dentition Alors, on complète n'a pas la mâchoire assez grande pour accueillir en fait toutes nos dents. En fait, on va avoir 20 dents de lait. Donc, globalement, on va avoir des molaires de lait, canines, incisives. Et la mâchoire grandissant, on va avoir plus de place et on va avoir les molaires définitives qui vont arriver derrière. Donc, voilà, on va avoir une mastication plus efficace, etc. Donc, il nous faut, oui, nos petites dents de lait avant C'est- d'avoir les dents définitives. D'ailleurs, c'est très bizarre d'appeler ça des dents de lait. Tu vois, c'est... Ouais, ouais. Alors là, je sais pas Non, pourquoi on non, appelle ça comme ça. non, mais c'est pas du tout une question, c'était ça, ça m'est venu comme Ouais. ça, je vérifierai. Tu sais, c'est Non, toujours un mais... peu des expressions comme ça qu'il y a en français qu'on sait pas trop. Parce que Ouais, et nous, j'imagine en pas. dentaire, on appelle ça des dents lactéales. Tu vois, c'est la même racine Ouais, de ça, c'est mots. lait, mais Donc, je ne sais pas. on sait pas trop. Et les dents ne peuvent pas être endommagées par le grincement des dents. Alors, Ça si. permet la transition Si, vers si, ta si. spécialité. Ouais, ouais, énormément en fait. On va avoir plusieurs grincements de dents, donc, nous, ce qu'on appelle le bruxisme. Donc soit il va être centré, donc c'est-à-dire que les dents vont être juste serrées et en contact, soit excentrées, elles sont en contact et elles grincent, elles bougent. Et les fractures et les atteintes vont pas être les mêmes. Donc soit on va avoir des fractures de partie coronaire, donc la partie couronne, la partie visible de la dent, soit des fractures de racines, donc ça c'est vraiment les gens qui serrent fort. Et après, les gens qui ont du bruxisme excentré, comme ça, qui grincent,
ils vont avoir des facettes d'abrasion, des facettes d'usure, des pertes de hauteur. Et du coup, plus on perd de la hauteur au niveau de la bouche, plus nos muscles travaillent. Et du coup, ça entraîne aussi des pathologies au niveau de l'articulation, des muscles, de la posture, etc. Donc moi, c'est ce type de patient qui est très, très présent dans mon cabinet. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir vraiment clairement ce que c'est l'occlusion dentaire ou la manière dont tu l'expliques et puis après on parlera du lien avec le crossfit Ouais. et le sport. Alors l'occlusion, c'est la manière dont les dents s'engrainent quand on ferme la bouche. Donc vraiment l'ascension de la mâchoire du bas vers la mâchoire du haut. Et on s'arrête dans cette ascension au contact dentaire. Donc les dents donnent en fait la dimension, la hauteur. Ce qu'on appelle nous la dimension verticale. Donc c'est vraiment cette hauteur-là. Et ça, c'est l'occlusion. Et en fait, cette dimension, elle va permettre d'influencer, comment je veux dire, elle est déterminée à la contraction musculaire, puisque pour monter la mâchoire, les muscles doivent se contracter. Et ils se contractent jusqu'à temps qu'on rentre en contact au niveau des dents. Donc si les dents sont mal positionnées ou avec des usures, on perd de la hauteur, des choses comme ça, les muscles vont plus ou moins travailler de manière plus ou moins synchrone, et puis entraîner des répercussions posturales derrière sur toutes les chaînes descendantes musculaires. Et deuxième chose, cette mâchoire qui vient se serrer, elle permet de vraiment entraîner un ancrage de la tête sur le reste du corps, sur les premières cervicales. Donc si notre mâchoire est mal positionnée, on va avoir un ancrage de la base du crâne qui va être défaillant, et du coup une posture aussi défaillante, et là du coup en découle des douleurs cervicales, douleurs trapèzes, etc. Ouais, parce que c'est vrai que c'est bête, mais quand je me souviens, le jour où, quand j'étais, je sais plus en quelle année, mais on est relativement adolescent, je pense. C'est vrai qu'en en fait, tu te rends compte qu'il n'y a qu'une partie de la bouche qui bouge. Tu vois, il Oui, n'y a que la partie du bas qui vient c'est la, bouger c'est, et c'est l'aile du haut, en fait, est fixée, mais c'est la c'est... seule partie mobile de la face. C'est la seule articulation, en fait. Il n'y a rien qui s'articule ailleurs. C'est la première articulation du corps. C'est la mâchoire du bas qui est mobile. Et le maxillaire est maintenu au crâne. fixé. Ouais, Mm. ouais, c'est fou, hein. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que quand tu dis aux gens glisser des dents vers la droite ou vers la gauche, ils te disent les dents du haut, du bas. Bon, les dents du bas. Si tu arrives à celle du haut, c'est que tu as un petit problème Il y a un de... souci. qu'on est peut-être consulté. Euh, En quoi on peut lier l'occlusion dentaire avec et la nécessité de bien comprendre ce que c'est et la performance en CrossFit, par exemple, dans des mouvements... Par exemple, tout ce qui va être le lever de barre, un peu comme de l'haltérophilie, des choses comme ça, je pense qu'on est obligé de serrer les dents pour être précis, chercher de la précision, chercher une contraction de tous ces muscles, d'être gainé vraiment, et ça passe aussi par les dents. On va se gainer, on va se serrer les dents pour avoir de la force. Et si on n'a pas une posture adéquate, on va avoir moins de force. Et on aura beau s'entraîner, s'entraîner, à un moment donné, on va être limité parce que nos muscles, ils sont déjà à fond, quoi. Donc le but, c'est de retrouver une posture vraiment synchrone, équilibrée, et de pouvoir aller un petit peu plus loin. Je ne veux pas transformer tout le monde en champion de CrossFit, hein, Mhm. mais ça va permettre aux muscles de mieux travailler, d'éviter de se fatiguer et d'éviter des blessures surtout. C'est ça. C'est ça. En fait, ça va permettre de corriger aussi le manque de force qu'on peut avoir parfois. Voilà, de se dire, je sens que j'ai encore de la réserve, mais j'y arrive pas, je suis limitée dans un truc. Et ben, c'est la posture des chaînes musculaires, enfin, c'est toutes les chaînes musculaires qui fonctionnent pas bien entre elles et qui nous limitent. Ok. Donc le fait de soulager ça, on va aller un petit peu plus loin. Tu pourrais nous expliquer en quoi cette partie-ci va pouvoir influencer tout le long du corps? Quelles sont les chaînes de muscles qui sont... Alors, nous, on va travailler sur donc, le masséter, qui est le muscle de la joue, le temporal, donc c'est le muscle qui relie le crâne à la mâchoire. Après, on va avoir tous les muscles paracervicaux, les trapèzes et les muscles au niveau de la langue et puis ce qu'on appelle les digastriques qui sont ici, qui vont s'insérer sur un petit os qu'on a là, qu'on ne connaît pas souvent. Il s'appelle l'os hyoïde. Et c'est l'os en fait qui bouge sur toutes les déglutitions, le mouvement de la langue, etc., qui est relié aussi après sur l'os, enfin sur toutes les chaînes descendantes ici. En fait, il faut imaginer le corps humain avec plein de chaînes musculaires qui sont reliées les unes entre elles. Et on ne peut pas dissocier une de l'autre. À chaque fois, on va avoir un muscle qui va être relié entre qui va faire le lien sur une articulation. Et au fur et à mesure, on décale tout ça. Donc c'est comme si j'avais ma tête, ensuite mon rachis, mes membres supérieurs, mes membres inférieurs. Et en fait, tout le monde est relié. Donc si tu bouges quelque chose en haut, il y a un effet domino et tu vas tout bouger. Donc nous, on va travailler sur le haut du corps. Ah, c'est passionnant, hein, parce que
Il y a tout un système qu'on appelle les chaînes GDS. Bon, ça, c'est un peu spécifique, ça, voilà, mais c'est l'étude de toutes ces chaînes musculaires là qui fonctionnent entre elles. Et quand tu as un petit grain de sable d'un côté, tu as l'effet papillon et tu as D'où, des répercussions après d'où ailleurs. pourquoi tu travailles avec des podologues, avec des Voilà. ostéos, etc. Ouais. Parce que moi, j'aurais beau régler la posture du haut du corps, si j'ai un capteur postural ailleurs qui dysfonctionne, je ne vais jamais réussir à équilibrer. Alors, quand je parle de capteurs posturaux, il y en a plusieurs, hein. Il y a le capteur mandibulaire, enfin manducateur, on appelle ça. Donc, ça va passer par les dents, les muscles, etc. Ça, c'est toute ma partie. Après, on va avoir les yeux. Donc, c'est pas est-ce que je vois bien ou pas bien, c'est est-ce que mes yeux sont bien alignés, est-ce que j'ai pas de strabisme, est-ce que j'ai pas de choses comme ça. Donc, c'est tous les muscles oculomoteurs qui régissent le positionnement du globe oculaire dans son orbite qu'on va aller rechercher. Parce qu'il faut imaginer que si, par exemple, on n'a pas les yeux qui fixent l'horizontale, les yeux qui sont un peu comme ça, notre cerveau se dit « Ok, je suis comme ça, donc je vais compenser mon port de tête pour rectifier l'horizontalité. Et du coup, je compense par quoi? Je compense par des muscles. Donc, je vais avoir des tensions qui vont arriver. Donc, on va avoir les yeux, on va avoir donc les dents. Après, on va avoir l'oreille interne qui va régler aussi l'horizontalité, l'équilibre. On va avoir les pieds. Donc, pareil, comment je m'appuie sur le sol, comment est mon ancrage, mon centre de gravité, etc. Et comment sont réparties mes forces. Est-ce que je décale mon poids du corps d'un côté, en avant, en arrière, à droite, à gauche? On va avoir tous les facteurs, le capteur cutané aussi, on pense un peu moins. Mais les gens qui vont avoir des grosses cicatrices, ils vont avoir des adhérences, ils vont en fait, au niveau postural, avoir des torsions, des enroulements autour de ces cicatrices. Donc ça peut être lié aussi. Donc on va aller travailler ensemble là-dessus. Et puis tout ce qui va être problème articulaire, etc. Donc l'occluso, c'est une partie de la posturo. Et la posturo, c'est vraiment multidisciplinaire, quoi. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Il faut vraiment avoir un réseau et on travaille tous ensemble pour que notre patient il soit le plus droit possible. C'est ça. Au quotidien, est-ce que tu rencontres quand même pas mal pas de crossfitters, mais Beaucoup de de sportifs. sportifs. Ouais. Qu'est-ce qui revient souvent? Est-ce que tu as déjà pu voir une récurrence dans les choses? Des tendinites qui reviennent, qui sont inexpliquées, on ne comprend pas. Ils ont fait tous les examens médicaux classiques, entre guillemets, et on ne comprend pas pourquoi ils ont mal. Tendinite, coude, épaule, genou? Cheville, genou, épaule. Ça, c'est les principales. Ouais. Bon, et douleurs lombaires après. Les lombaires aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un lien entre une mauvaise occlusion et la récupération après l'effort? Alors, mauvaise occlusion dit des muscles qui fonctionnent pas bien, qui vont consommer en fait beaucoup plus d'énergie pour fonctionner que ce qui est la normale entre guillemets. Donc du coup, on va travailler sur des muscles qui sont déjà plus fatigués de base. Donc j'imagine que pour la récupération, c'est un peu plus difficile. Parce qu'en fait, c'est des muscles qui sont toujours sollicités, qui se détendent jamais. Donc l'apparition de crampes, des choses comme ça. Et des courbatures trop fortes aussi peut-être parfois. En fait, au plus on discute, et puis il y a des choses qui m'en viennent, tu sais, des gens, des adhérents qui me parlent, tu sais, parfois des courbatures qui durent très longtemps. Alors après, c'est ça. Est-ce que de base, ils n'ont pas un souci postural avec des muscles un peu faibles? Et du coup, ils font du sport là-dessus, donc ils stimulent encore plus leurs muscles. Est-ce qu'ils boivent suffisamment? Est-ce qu'ils ont assez d'apport d'eau et de glucides pour pallier à ça? Parce qu'il faut savoir, après, voilà, comment fonctionne un muscle. La respiration cellulaire, il nous faut de l'eau, du sucre. Tout ça, voilà, il y a la respiration cellulaire qui se met en route. Ça relargue de l'ATP qui nous sert d'énergie. Et ça relargue aussi de l'acide lactique. Et l'acide lactique, c'est responsable des crampes. Ouais. Donc, en fait, si on a des muscles déjà qui sont déjà tendus, on va les faire surchauffer, quoi. C'est ça. Ça va être une surchauffe. Donc, ils vont libérer beaucoup plus d'acide lactique. Donc, il va falloir les oxygéner beaucoup, apporter beaucoup d'oxygène, beaucoup d'eau pour qu'ils fonctionnent mieux. Imaginons demain, je viens dans ton cabinet, on fait une consultation. Comment tu es amené à rectifier parfois des problèmes sur une mauvaise occlusion? Alors, on va faire du coup tout un historique médical. On va déjà aller chercher un petit peu l'historique de vie, etc., voir ce qui a causé la malocclusion. Après, on va faire des tests de posture. Donc, moi, je vais aller palper les muscles un petit peu au niveau des joues, au niveau des tempes, au niveau du cou, voir comment ils fonctionnent. Je vais regarder comment vous ouvrez, comment vous fermez la bouche. Est-ce qu'il y a des déviations, des choses comme ça? Je vais mesurer les ouvertures buccales. Et puis, si on détecte qu'il y a des pathologies, à ce moment-là, on va mettre des gouttières. Donc, en fait, on va mettre une gouttière sur les dents du bas
Et puis, ça va être une gouttière de relaxation dans un premier temps pour détendre en fait tous ces muscles. Et après, on va pouvoir passer sur des orthèses mandibulaires. Donc là, ce sont des petites gouttières rigides qu'on va venir régler dans une position thérapeutique myocentrique. Donc ça fait beaucoup de termes techniques. Non, mais on est là pour apprendre, hein, Et n'est-ce pas? voilà, en fait, le but, c'est de trouver la position dans les 3 sens de l'espace pour que la mâchoire du bas rencontre la mâchoire du haut dans un équilibre musculaire, articulaire et postural. Et donc pour ça, on va faire des examens un peu plus poussés. Il faut rester presque 2 heures au cabinet. On va placer des électrodes sur les muscles pour avoir l'effet du TENS qu'on a aussi chez les kinés. Oui. Donc en fait, voilà, c'est des petites impulsions électriques. Le but étant d'oxygéner le muscle, de libérer l'acide lactique et d'avoir un effet un petit peu antalgique et de relaxer tout ça. Au bout d'une heure, une fois que les muscles sont bien relâchés, donc nous on va travailler les masséters, les temporaux, les trapèzes et les sternocléidomastoïdiens. Tes souhaits. Voilà, qui sont là, comme ça, là on les sent bien. Et donc on va les détendre. Et puis une fois qu'ils sont bien détendus, moi je vais poser un petit aimant sur les dents du bas, un casque sur le nez qui va capter en fait le mouvement de l'aimant. Et je vais demander aux patients de faire différents mouvements. Ça va me donner des graphiques, ça va me donner plein d'informations. Et à partir de là, je vais déterminer la position thérapeutique. Et je vais dire aux patients, bon, maintenant je vais enregistrer la position que j'ai déterminée. Vous allez serrer tout doucement, je vais les guider, vous glissez un petit peu à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et on dit stop, vous arrêtez, on ne bouge plus, on laisse durcir les silicones d'enregistrement et on fabrique les orthèses dans cette position-là. Ok, Et ah oui, ensuite, oui, voilà. bah oui, comme ça aussi, Voilà. c'est la Et en pression. fait, le patient, après, récupère ses orthèses et les porte jour et nuit pendant minimum 2 mois pour vraiment avoir une rééducation de prise de contact dans les encoches et la position que j'ai déterminée. Et une fois que la rééducation est finie, on les retire en journée, on les garde que la nuit pour maintenir la position et puis voir un peu comment le patient fonctionne. Donc, Si ça suffit, tant mieux, on reste là-dessus. Si ça suffit pas, parfois, dans de rares cas, on est obligé après de rectifier les dents. Donc soit on les fait bouger avec de l'orthodontie, soit on rectifie les hauteurs perdues s'il y a eu des grosses usures avec des collages de résine ou de céramique, enfin, des choses comme ça. parce que, en fait, ça dépend vraiment du crâne de chacun. C'est très C'est individualisé. très, tu n'auras jamais la même Jamais gouttière, pareil. jamais, jamais. Jamais. Ok, c'est super intéressant. Quand tu parles de jour et nuit, c'est-à-dire il n'y a pas de pause en fait, c'est tout le C'est temps. tout le temps, on l'enlève juste pour manger, pour mastiquer. Parce que là, on va pas faire une ascension de mâchoire, on va vraiment cercler. Ouais. C'est un mouvement différent et il faut de la force et les orthèses sont pas faites pour ça. Ok. Donc ça peut paraître contraignant jour et nuit, mais en fait, ce sont simplement des petits gouttières sur les dents du bas dans le fond. Donc Et on les sent pas. devant, on les sent quasiment pas. Devant, il y a rien. Donc on peut parler, on peut boire avec, on peut faire du sport. C'est même conseillé de faire du sport avec pour vraiment être bien au niveau postural. Et on les enlève juste pour manger. Donc s'il y a des apports nécessaires pendant le sport, privilégiez tout ce qui est liquide. Question bête, hein, mais enfin, il n'y a pas de question bête, mais je me mets toujours dans la position. En principe, dans une position idéale d'un crâne, enfin, ou d'une mandibule, est-ce que les dents qui sont en dessous doivent être plus en arrière que celles de devant, Alors dessus? c'est facile, c'est la boîte et le couvercle. C'est la mandibule, c'est la boîte et les dents du haut, c'est le couvercle. Donc c'est tout c'est à comme fait ça. normal de ne pas avoir les dents qui se touchent en fait. Oui, oui, l'engrainement, c'est comme ça. Et il doit toujours exister entre 1 à 2 mm d'espace libre où les dents ne se touchent pas quand on est en position de repos. Si dans la journée, vous sentez que vous êtes les dents serrées, pas forcément fort, hein, mais juste un contact, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une contraction musculaire forcément. Position de repos, la mâchoire, elle est en pesanteur, en fait, en apesanteur comme ça, elle est à 1 à 2 mm des dents du haut, sans interposition de quoi que ce soit. Ni langue, ni Ouais. chewing-gum, ni rien du tout. Est-ce qu'il y aurait un lien entre, parfois aussi, comme tu parlais de consommation d'énergie, le lien entre le sommeil et l'occlusion aussi? Ouais. Bah, c'est toujours pareil, cette consommation continuelle d'énergie au niveau musculaire. Notre corps, il n'est pas fait pour consommer comme ça au repos de l'énergie. Donc, il va se fatiguer beaucoup plus vite et on va avoir des problèmes d'endormissement. On va avoir un sommeil qui ne va pas être récupérateur parce que pendant la nuit, c'est comme si on avait fait du sport toute la nuit et avoir ces muscles qui se tétanisent et qui serrent en fait. Donc, souvent, j'ai des patients qui, quand ils remplissent leur petit questionnaire médical, mais moi, je ne vois pas le lien, etc., avec le sommeil. Je dis, écoutez, si vous n'avez pas détecté autre chose et que vous ne dormez pas bien, il y a peut-être une cause au niveau de l'occlusion.
Donc, on place la gouttière de relaxation et puis on voit 1 mois ou 2 après comment ça se passe. Et souvent, ils me disent: «Ah ouais, mais je dors vachement mieux parce qu'en fait, je suis relâchée, je suis détendue et j'ai un sommeil récupérateur». Comme quoi, les gens, ils vont se dire, mais attends, je suis ça, j'ai ça, j'ai ça. Et je fais, oh là là, le mauvais sommeil, les trucs, je suis contracté, Ouais, machin. Ils alors vont se dire, tout ne vient pas des dents, attention, hein. ouais, ouais, c'est ça, Ouais, je n'ai pas parfois. une boule de cristal, enfin, j'ai pas une baguette magique et je vais pas tout résoudre, mais ça peut, Mais être en maintenant, du lien. coup, comme on l'a su, enfin, avec Nagui et l'équipe, comme on le sait un peu plus, comme il y a des gens qui parfois ils ont des maux chroniques, on va pouvoir tendance à dire, ah, t'as déjà été testé tes dents, tu vois, maintenant ça devient un réflexe, mais Ouais. en fait, fondamentalement, c'est pas une mauvaise chose. Bah, c'est vrai que tu avais peut-être le réflexe de dire: «Bah, va voir le kiné, va Mais voir oui, l'ostéo, bah, va voir le dentiste». c'est Voilà, ça. ça peut être aussi une Une piste. piste, c'est Mmh. ça. C'est pas la solution miracle, Non. mais ça peut être une piste. Mmh. Au niveau des sportifs que tu accompagnes, est-ce que tu aurais un cas pratique qui pourrait parfois être relevant aussi par rapport à des soucis de posture? Bah, là, oui, j'ai, soigné un footballeur professionnel récemment, qui m'a été adressé par le staff médical et du coup son ostéo. Parce qu'il le soignait et il repartait de la séance d'ostéo, il était bien équilibré, il faisait sa nuit et sans sport, hein. Il revenait le lendemain matin, il était de biais. Ça n'allait pas, il y avait un truc qui était en torsion. Donc du coup, l'ostéo me l'a adressé. On a fait tout le cheminement, tout l'examen, etc. Là, il portait ses orthèses, etc. Et quand il est revenu, l'ostéo m'a dit: «Ok, c'est bon, il est centré, j'ai plus de torsion». Du coup, il avait un problème à la hanche. Le problème à la hanche s'est résolu. L'ostéo a pu travailler correctement et c'est parvenu. Et il s'est senti aussi, ce footballeur, plus ancré dans le sol. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, comme sa posture avait changé, il était beaucoup plus centré, beaucoup plus droit, et il a gagné en efficacité. Donc il se dit, moi, quand je rentre sur le terrain, je sens que voilà, je suis ancré, je vais avoir de la force dans le sol, de l'appui. Et même au niveau de sa frappe, il a senti qu'il y avait une différence aussi. Ok. Euh, Est-ce que nous pourrais nous montrer un petit peu un test que tu fais par rapport à l'occlusion auprès des sportifs pour voir un petit peu s'il y a un petit problème de déséquilibre, Ouais, etc. donc auprès des sportifs ou de tout le monde. En fait, j'avais parlé tout à l'heure de palper les muscles et d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Ben, on peut le tester là et vous montrer, ouais. On se retrouve tout de suite. Donc du coup, tout à l'heure, on a parlé des palpations musculaires pendant la première consultation. Donc là, on va pouvoir aller chercher au niveau des muscles des joues, voir leur contraction. Donc globalement, je vais me mettre dans cette position, je vais palper les joues ici, je vais demander de serrer très très fort. Comme ça, je vais voir la contraction musculaire ici. Je vais mettre mes doigts là. Je vais te demander d'ouvrir la bouche, de fermer les yeux. Donc, je fais fermer les yeux parce qu'on a dit que les yeux étaient un capteur de posture, donc je veux neutraliser et je laisse le patient assis pour neutraliser au niveau des pieds aussi. Et tu vas serrer les dents tout doucement et de plus en plus fort. Voilà. Et en fait, moi, je vais détecter au niveau des palpations s'il y a un muscle qui contracte avant l'autre. Moi, je le sais et je vais aller mettre en évidence ça auprès du patient avec un test de posture et un test au niveau des doigts pour aller voir si les chaînes musculaires descendantes se contractent correctement ou il y a une manière de contraction qui est asynchrone. Donc là, globalement, moi, j'ai senti que son muscle à sa droite contractait avant son muscle à gauche. Donc on va mettre ça en évidence. Tu me donnes une main, comme tu veux. Voilà. Donc on va demander au patient d'avoir le bras tendu. Il va faire un joli rond comme ça avec le pouce et l'index pour avoir une pince. Je vais essayer d'écarter ses doigts et voir s'il résiste, si ses chaînes musculaires fonctionnent bien et contractent bien. Donc on va neutraliser les yeux, tu fermes les yeux, tu serres les dents, tu serres les doigts et je vais écarter, les autres doigts restent ouverts. Hop. Et je vais écarter doucement et de plus en plus fort et tu résistes jusqu'au bout. On y va. T'as lâché là. Bah alors, j'ai senti que... Non, jusqu'au bout, tu donnes ta vie, jusqu'au bout. Ok, donc là, j'arrive pas à écarter. Il y a la chaîne musculaire qui fonctionne bien. Son muscle ici fonctionnait bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On va aller demander de serrer les dents, de serrer les doigts, de fermer les yeux, de contracter et de résister jusqu'au bout. Donne tout, parce qu'on va croire que j'ai fait exprès. Et là, il n'arrive pas à résister en fait. Je mets beaucoup moins d'intensité aussi, moi, au niveau pour écarter les dents. Donc ça veut dire que de ce côté-là, on a un côté insuffisant, un côté faible sur la gauche. Donc on sait qu'au niveau des muscles, le muscle droit à l'ascension de la mâchoire va se contracter de manière efficace
Et le muscle gauche, en fait, il va avoir besoin de contracter un petit peu plus, donc se réduire au niveau de la longueur, ce qu'on appelle la contraction isométrique, qui va être un petit peu plus forte. Donc comme il est trop raccourci, il va avoir moins la capacité de gonfler, d'être efficace. Donc la contraction isométrique, elle va être déficiente. Donc toutes les chaînes musculaires descendantes ne vont pas se verrouiller correctement et on va perdre de la force. Donc là, on va intercaler en fait avec un petit test, on va intercaler quelque chose entre les dents. Donc là, j'ai pris juste une feuille de papier. On va le mettre au niveau des dents qui sont causales. Hop, tu serres les dents dessus. Donc là, ça nous permet de neutraliser ces contacts dentaires. Moi, au cabinet, je vais le faire avec une gouttière un petit peu plus spécifique. Hop, on va refaire. Tu serres les doigts, tu serres les dents, tu fermes les yeux et tu résistes jusqu'au bout. Voilà. Et là, je suis obligée de mettre beaucoup plus de force. Il a un maintien au niveau postural. Après, au cabinet, on va faire la même chose et on va aller tester les yeux ouverts en convergeant sur un point et après debout pour aller aussi voir si les autres capteurs posturaux sont défaillants ou pas. Super test, en tout cas, ça nous permettra de pouvoir visualiser un peu ce que tu fais au quotidien. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Je pose toujours quelques petites questions, 3 questions principalement, que ce soit en rapport avec ton domaine ou même de ton vécu. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux gens qui veulent commencer dans le sport et ce à quoi ils doivent faire attention justement au niveau de ta spécialité? Alors, 3 conseils. Garder sa motivation, garder sa concentration aussi. Parce que je pense que voilà, dans le sport, il faut, surtout dans le crossfit, c'est vrai que ça permet un dépassement de soi, d'être concentré sur quelque chose, se vider l'esprit. Mais voilà, on peut vite être détaché avec la vie quotidienne. Donc vraiment, rester focus sur son objectif. Quoi d'autre sur le conseil en rapport avec mon orientation au niveau cluso, c'est prendre son corps dans l'ensemble, vraiment être à l'écoute aussi, ne pas forcer sur certaines articulations, certains muscles qui dysfonctionnent. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et parfois, juste une petite consulte chez le podologue, chez un posturo, enfin voilà, ça peut aider. Donc voilà. Et puis, 3e conseil, garder une hygiène de vie. C'est ça. Ça paraît évident. Évident. Par rapport à ton domaine d'activité, bon, et que ce soit même au niveau de la dentition de manière générale, est-ce que tu aurais de la documentation, des lectures, des podcasts, ce genre de choses qui pourraient être super intéressants pour... Alors, podcast, je pense que tu sais, je suis pas très connectée. Donc du coup, là, je vais pas vous aiguiller beaucoup. Je regarde plein de choses, mais rien en particulier. Par contre, il y a le traité de posturologie du docteur Vallier qui est hyper intéressant. Donc ça va permettre vraiment de comprendre de manière simple le lien entre les différents capteurs de posture et comment on peut résoudre certains problèmes. Donc ça, c'est une lecture qui est facile et qui est intéressante. Et dernière question, que pourrais-tu dire aux gens qui ne pratiquent pas encore le CrossFit? Allez-y, foncez, il y a une super ambiance. Non, vraiment, c'est chouette. Moi, j'avais des a priori, comme beaucoup, je pense, où je me disais, non, mais j'ai pas la capacité de faire ça, c'est trop difficile, c'est trop fort. Et en fait, ce qui est super, et que je conseille aussi à mes patients qui n'ont pas d'activité physique, c'est de commencer le CrossFit parce qu'à chaque exercice, il y a des adaptations possibles. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien parce que vous avez un niveau de ouf, et voilà, ça va être très compliqué tout de suite. Et vous commencez, on s'adapte et on se met au niveau de chacun. Et on arrive tous à augmenter ses performances, à avoir des petites victoires comme ça au quotidien. Donc, non, c'est chouette. Merci beaucoup encore d'avoir pris de ton temps un dimanche après-midi, soir. Merci à Je tout te le laisse monde. aller retrouver la famille. Voilà, ma deuxième vie. Et n'hésitez pas à aller prendre soin de vous, à consulter au besoin. C'est toujours très important. Comme tu l'as dit, la santé, c'est le plus important. Donc, on se retrouve bientôt. Merci encore. Merci.